Vendredi 11 avril, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Assi Achimark. Deux chefs de mission diplomatiques ont été reçus hier jeudi au palais de la présidence de la République. Le vice-président Thiemoko Meliekone a échangé avec les ambassadeurs de Belgique et du Japon en poste à Abidjan. L'objectif, c'est de renforcer davantage la coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, inaugurait la Maison des femmes à Adiaké, un centre d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences. Une infrastructure d'envergure construite par sa fondation Children of Africa pour offrir protection, soins et réinsertion. Après plusieurs jours de grève, l'intersyndicale des enseignants suspend son mot d'ordre. La reprise des cours est prévue pour ce vendredi 11 avril, une décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue à Cocody. La déclaration de suspension a été faite en présence de plusieurs membres du gouvernement. On démarre tout de suite au palais de la présidence de la République où le vice-président Thiemoko Meliekone a reçu deux ambassadeurs en poste en Côte d'Ivoire, ceux de Belgique et du Japon. Au cœur des échanges, un engagement renouvelé pour une coopération bilatérale renforcée. Focus sur les objectifs de ces entretiens dans ce sujet d'Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire était ce jeudi au palais présidentiel. Reçu par le vice-président de la République Thiemoko Meliekone, la diplomate réaffirme la volonté de son pays à entretenir une coopération dynamique sous tout angle. J'ai eu le grand honneur d'être reçue par le vice-président en audience, ce qui était la première audience formelle depuis ma prise de fonction. Et l'intérêt pour nous, c'était évidemment de passer en revue les excellentes relations entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire. On a pu notamment parler de nos très bonnes relations économiques et commerciales, puisque nos échanges commerciaux ont encore augmenté en 2024. Les investissements augmentent encore, même en ce début d'année, avec de nouvelles entreprises qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, nous avons d'autres échanges, des échanges culturels, des projets en matière de mobilité, des projets en matière cinématographique. Donc nous avons pu faire un petit peu un panorama de toutes les relations entre nos deux pays et puis plus largement aussi de parler des évolutions, des grandes évolutions dans le monde, dans la région et des relations entre l'Afrique et l'Union européenne par exemple. À sa suite, l'ambassadeur du Japon salue la qualité du développement impulsé en Côte d'Ivoire. Le Japon est toujours un partenaire de développement traditionnel pour la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Et puis, cette relation bilatérale s'approfondit. Notons que du 13 avril au 13 octobre prochain, la Côte d'Ivoire prendra part à l'exposition universelle d'Osaka, l'occasion de présenter son potentiel économique et culturel au pays du soleil levant. Cap à présent sur Adiaké, dans le sud de Comoré, où la première dame Dominique Ouattara poursuit son combat contre les violences faites aux femmes. Elle y a inauguré un centre d'accueil moderne, le Safe Home, destiné à héberger, soigner et réinsérer des victimes de violences. Ce centre, fruit de la fondation Children of Africa, veut aussi sensibiliser les communautés sur les droits des femmes. Reportage depuis Adiaké, Fatou Fofana et Lamine Dramé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, coupe le ruban et dévoile la plaque inaugurale de la Maison des femmes d'Adiaké, objet de sa présence ce 10 avril dans cette ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. La First Lady ivoirienne, présidente de la fondation Children of Africa, ouvre ainsi ses bras aux femmes victimes de violences basées sur le genre dans la région du Sud Comoé. Elle a procédé à l'ouverture officielle de la Maison des femmes Safe Home à Adiaké. Bâti sur 2 hectares, ce centre a une capacité d'accueil de 100 lits. Un véritable havre de paix qui vient donner un souffle à toute une région. Ce bel édifice qui donne tant de couleurs à notre commune, c'est aussi un lieu d'opportunité pour les femmes victimes de violences de bénéficier d'un accompagnement adéquat pour se reconstruire et mieux vivre avec les enfants. Ce projet représente une avancée décisive vers une société plus juste, plus équitable pour tous,
Et il est une résonance toute particulière ici à Diaké, qui devient ainsi le cœur battant d'une initiative qui rayonnera bien au-delà de notre commune. Madame la Première Dame, l'édifice mis à disposition ce jour est l'une de vos nombreuses actions en faveur des femmes de notre région, en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. Vos initiatives, nous le savons, sont justes et précieuses. Vous êtes également à l'initiale de nombreux projets de développement qui contribuent à la promotion et à la préservation des droits des femmes ainsi qu'à l'éradication des violences à elles faites. Les actions d'envergure que vous menez à travers notamment la Fondation Children of Africa sont des éléments clés qui participent activement à la transformation de notre pays. Ce projet phare mis en œuvre par la Fondation Children of Africa bénéficie de l'accompagnement de l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive UNFPA. De plus en plus de femmes osent désormais briser le silence et signaler les violences qu'elles ont subies, témoignant ainsi d'une évolution des mentalités et d'un environnement institutionnel favorable. Par ailleurs, les témoignages recueillis auprès des survivantes révèlent un niveau acceptable de satisfaction quant à la qualité de l'accueil, de l'écoute et du suivi. En plus de l'hébergement, ces victimes de violences basées sur le genre, accueillies à la Maison de la Femme, vont pouvoir bénéficier avec leurs enfants d'une prise en charge médicale, psychosociale, psychologique et juridique. Elles auront également accès à des services d'autonomisation et de formation en vue de leur insertion professionnelle. Ce centre intégré offrira aux victimes un accompagnement complet. Madame Dominique Ouattara, vous redonnez ainsi de l'espoir et une dignité retrouvée à toutes nos sœurs en détresse. Je tiens à rappeler à toutes les femmes victimes de violences que vous n'êtes pas seules. Vous avez le président de la République de Côte d'Ivoire avec vous. Vous avez la reine de son cœur, notre première dame, avec vous. Vous avez le ministère de la Femme avec vous. Notre détermination ne faiblira jamais, car tolérer la violence, c'est trahir l'humanité. Pour la Première Dame de Côte d'Ivoire, ce centre représente bien plus qu'une infrastructure. Il est surtout un symbole d'espoir et de résilience. Sa mission est de fournir aux femmes un accompagnement adapté, des ressources pour leur rétablissement et l'opportunité de reconstruire leur vie en toute dignité. Un projet d'envergure qui vient réaffirmer l'engagement particulier de Dominique Ouattara en faveur de la protection des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, depuis la création de la Fondation Children Africa en 1998, j'ai toujours eu à cœur de placer le bien-être des femmes et l'épanouissement des enfants au centre de notre action humanitaire. Partant de cet engagement, nous n'avons eu de cesse, pendant plus de 25 ans, de mettre en place divers programmes visant à ouvrir à nos enfants et à leurs mamans les soins de santé, l'éducation et l'aide dont ils ont besoin pour s'épanouir, grandir sainement et devenir autonomes. En plus de ces réalisations majeures, la Fondation entreprend année après année de nombreuses autres actions pour le bien-être des enfants et des femmes à travers toute la Côte d'Ivoire et dans 11 pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous inaugurons la Maison des Femmes, Safe Home d'Adiaké, qui vient renforcer nos actions dans le secteur social en garantissant aux femmes en difficulté non seulement un refuge, mais un tremplin vers un avenir meilleur. Cet établissement est une réponse concrète à une problématique bien réelle à laquelle nous avons répondu à la faveur du 8e gala de la Fondation Children of Africa. À cette occasion, nous avons pu récolter les fonds nécessaires à la reconstruction de la nouvelle case des enfants que nous avons inaugurée l'an dernier, ainsi qu'à la construction de la Maison des Femmes Safe Home que nous inaugurons ce jour. Ces deux projets majeurs étaient primordiaux à mes yeux puisqu'ils touchent au bien-être des femmes et des enfants qui ont toujours été au cœur de mon engagement social. C'est pour cette raison que je suis particulièrement émue que nous soyons tous réunis ici pour l'inauguration des Femmes d'Adiaké.
En plus de ce centre totalement équipé et qui se veut de référence, la présidente de la Fondation Children of Africa a fait aux populations et pour le fonctionnement du centre des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 177 millions de francs CFA. La Maison des femmes Safe Home d'Adiaké est un lieu d'accompagnement pour accueillir, protéger et soutenir les femmes victimes de violences basées sur le genre avec un ensemble de services essentiels à leur réhabilitation. Une mission essentielle quand on sait qu'au moins une femme sur 3 a subi une violence sexuelle ou physique au moins une fois dans sa vie. Un reportage signé Fatou Fofana avec la collaboration technique de Lamine Dramé. Et c'est une bonne nouvelle pour les élèves de Côte d'Ivoire. Après plusieurs jours de perturbations, les cours reprennent ce vendredi dans les établissements publics. L'intersyndicale de l'éducation a suspendu son mot d'ordre de grève en vue de poursuivre le dialogue avec le gouvernement. Les discussions vont se poursuivre donc sur les points de revendication des enseignants. Déclaration recueillie par Grace Kando. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec vous, Madame le ministre d'État, avec à vos côtés, Madame le ministre de l'Éducation nationale et Monsieur le ministre de la Jeunesse. Au cours de ces différentes séances de travail, nous avons réfléchi ensemble pour lever toutes les susceptibilités et donner une chance au dialogue. À la suite donc de ces échanges, que nous sommes allés rencontrer nos camarades responsables syndicaux de nos différents syndicats de base qui nous avaient mandatés pour pouvoir conduire ces négociations. Et au cours de l'Assemblée générale, nous avons présenté la situation, l'engagement que le gouvernement a affirmé pour pouvoir prêter une oreille attentive à nos revendications, mais surtout aussi aux effets collatéraux qui sont donc intervenus lors de ces arrêts de travail. Fort de cela, l'Assemblée générale a donc suspendu le mot d'ordre de grève, mais insisté aussi également sur la question de notre camarade Assis Dugari qui est à la maison d'arrêt d'Abidjan, et ensuite d'autres camarades qui ont été interpellés dans diverses villes du pays. Nous avons soumis cette préoccupation que vous avez reçue, que vous êtes en train de traiter, parce que lors de l'Assemblée générale, nous avons eu écho de vos différentes réactions sur cette question-là. Et ça nous a davantage rassurés. Nous venons également pour vous porter l'attente de la résolution de la question de l'octroi de la prime d'incitation. On a suspendu le mot d'ordre de grève et on a appelé à la reprise du travail. Tout est bien qui finit bien. Nos enfants ont besoin d'une éducation stable et continue pour accéder à l'université et bâtir leur vie. À l'université, justement, l'université de Bouaké, des enseignants ont choisi de croiser leurs disciplines pour mieux outiller les étudiants. C'était lors d'un séminaire des UFR de droit et de lettres. Il s'agissait de montrer la complémentarité entre ces disciplines, souvent perçues comme opposées, une manière originale d'encourager la recherche croisée dans les sciences humaines. Gervais Kwasi, Corona Soro. Littérature et droit, interaction et confrontation. C'est le thème choisi par le laboratoire d'études et de recherche en littérature française et francophone, l'ABETIF, de l'université Alassane Ouattara lors de son dernier colloque qui s'est tenu à la bibliothèque du campus 2. Il s'agit pour les sachants universitaires de montrer la corrélation entre le droit et la littérature. Il a été démontré que ces deux champs disciplinaires s'enrichissent mutuellement. De ce laboratoire, notre objectif principal est de faire connaître et de faire découvrir la littérature dans toutes ses facettes. Le droit emprunte à la littérature. La littérature est la mère du droit. Il y a une complétude interactive, c'est-à-dire un échange réciproque. Aucune science aussi indispensable ne peut se réaliser sans la littérature, ont souligné les éminences grises lors du dernier colloque en date du LABETIF.
Le paysage médiatique ivoirien s'enrichit. Le journal Liberté, un nouveau quotidien indépendant de gauche, a été lancé à Abidjan. Ses promoteurs misent sur une ligne éditoriale axée sur la paix, la démocratie et l'intégration. Le journal entend se positionner comme une alternative constructive dans l'environnement médiatique actuel. Astou Touré et Michel Kwame étaient à la présentation du journal. Un nouveau quotidien voit le jour dans l'univers du journal papier en Côte d'Ivoire. Dernier né de la presse ivoirienne, Liberté est un quotidien indépendant de gauche au service de la République. Nous sommes un journal indépendant de toutes les chapelles politiques, de tous les lobbies, qu'ils soient politiques, financiers, culturels ou communautaires. Mais nous sommes un journal qui veut promouvoir les valeurs de la gauche humaniste, la liberté, que nous avons choisi comme nom, mais aussi la solidarité, la justice sociale, la tolérance, l'ouverture et par-dessus tout, la démocratie. Quotidien indépendant d'information générale, ce journal se fixe pour objectif de faire entendre toutes les voix dans un souci d'équilibre, de vérité et de justice. Nous sommes résolument engagés aux côtés de la République pour défendre nos acquis contre tous les vents contraires. Pour nous, la République est le plus grand rempart pour protéger nos libertés. Elle doit être défendue contre toutes les menaces endogènes et exogènes. Guillaume Bateau et ses 20 collaborateurs entendent contribuer à promouvoir le journalisme d'information via un contenu diversifié dominé par la culture, le sport, l'info de proximité, tout en respectant les grands genres. La parution de ce quotidien, qui contiendra 8 pages, sera disponible dans les kiosques à journaux à partir du lundi 14 avril 2025. Liberté se donne pour objectif de se hisser parmi le top 10 des quotidiens en Côte d'Ivoire d'ici fin 2025. Ils polluent, mais peuvent aussi rapporter gros. Les e-Waste Days, organisés à Abidjan, veulent transformer les déchets électroniques en opportunités économiques. Une initiative pour structurer un secteur jusque-là informel. Les experts réunis à Abidjan appellent à une législation plus rigoureuse et à l'éducation des populations. Car si ces déchets sont bien traités, ils peuvent générer des revenus. Ismaël Evrardeo, Siaka Kone, Hervé Ambois. L'utilisation responsable des déchets électroniques, mise en avant à l'occasion de cette deuxième édition des e-Waste Days. Initiée par une structure de gestion des résidus numériques, il s'agit de sensibiliser l'ensemble de la société sur les avantages du recyclage pour une transformation durable. Nous avons compris que les déchets électroniques représentent à la fois un danger et un potentiel économique. Il est question de réfléchir pour voir comment arriver à mettre en place des filières structurées qui permettent une collecte, un traitement et une meilleure valorisation de ces déchets dans le strict respect de l'environnement et de la préservation de la santé humaine. La collecte, le recyclage et la valorisation des déchets industriels, autant d'actions qui cadrent avec la vision du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique. La tutelle souligne l'importance d'une économie circulaire viable. Cette activité est fondamentale pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une partie prenante et nous allons tenir nos engagements quant à l'accompagnement de cet organisme. L'édition 2025 des e-Waste Days réunit plus de 5 pays de la sous-région, parmi lesquels le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire, en ligne de mire la promotion d'une transformation durable dans les villes ouest africaines et locales. Dans le cadre du plan de sécurisation routière, les autorités poursuivent l'aménagement du boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement boulevard VGE. Plus de 140 panneaux. Des panneaux de signalisation sont en cours d'installation sur cet axe très fréquenté. C'est une étape cruciale dans le plan de réorganisation du trafic des engins à 2 et 3 roues. On en sait plus avec Diarassou Bahami et Fernand Conan. 143 panneaux de signalisation vont être implantés sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, une mesure pour faciliter la circulation et la fluidité sur ce tronçon. Une séance de travail sur le site en vue de la reconnaissance et du marquage des points d'implantation. Nous sommes venus avec les équipes opérationnelles pour voir comment se fera la mise en œuvre du plan de circulation que nous avons arrêté pour contourner l'utilisation du VGE. Et sur le terrain, on a vu qu'il y a quelques aménagements à apporter.
ces aménagements seront apportés. Et demain, nous allons recevoir l'association des livreurs, des opérateurs qui sont dans le secteur de la livraison et les usagers qui utilisent le boulevard Félix Houphouët-Boigny avec les engins à 2 et 3 roues pour leur donner le fruit de nos différentes réflexions. Ces aménagements entrent dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité routière en vue de réduire les accidents sur cet axe. Cette décision fait suite à l'annonce du décret portant interdiction des engins à 2-3 roues par le ministère des Transports le lundi 23 décembre 2024. Au nord-est de la Côte d'Ivoire, à Fronan, les nouvelles sont plutôt bonnes. La première session du conseil municipal a affiché un bilan excédentaire, un signe encourageant pour la poursuite des projets locaux dans la région du Hambol. Les élus locaux misent sur la rigueur budgétaire et la mobilisation des ressources endogènes. Plus de précisions avec Gervais Kwasi et Corona Soro de RTI Boaké. La commune de Fronan se porte économiquement bien. C'est ce qui ressort du premier conseil municipal de l'année 2025. La trésorerie de la mairie dispose d'un solde excédentaire de 95 47 333 francs CFA. Ce regain de vitalité économique n'est pas sans conséquence sur les infrastructures de la cité. Des voies sont ouvertes quand celles qui existent sont recouvertes de bitume. L'éclairage public et l'adduction en eau potable sont renforcés dans les quartiers. Les jeunes et les femmes reçoivent du soutien pour leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. Les choses se passent mieux ici à Fronan et c'est le lieu pour moi de remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que le gouvernement pour ces budgets qui sont mis à disposition de nos collectivités territoriales et qui nous permettent, nous, en tant qu'élus locaux et connaissant mieux les réalités de nos populations, donc de pouvoir choisir un certain nombre d'investissements qui ont le plus d'impact sur le quotidien de nos populations. Kinapara Koulibaly fait aussi de la cohésion sociale son affaire. Nous continuons de véhiculer un message de paix, un message de cohésion, un message de concorde, un message de vivre ensemble. Fronan respire la grande forme, tant économiquement et socialement. Et puis, on va y aller avec cette actualité en Guinée. Changement de méthode pour la fin de la transition politique. Ce ne sera pas la CENI, mais bien le ministère de l'administration du territoire qui supervisera les prochaines élections. Une décision contestée. Certains partis politiques y voient une dérive autoritaire et réclament le rétablissement de la CENI. Le référendum constitutionnel est prévu pour septembre, suivi des scrutins de sortie de transition. Au Gabon, la campagne électorale prend fin ce vendredi soir. 8 candidats s'affrontent dans les urnes samedi. Pas de silence électoral et une journée déclarée fériée pour faciliter le déplacement des électeurs. Le général Oligui Nguema, chef de la transition, boucle sa campagne par un double meeting, une élection sous haute surveillance dans un pays toujours en quête de stabilité. Et sans transition, on ouvre la page sport de ce journal. Samuel Metch nous a rejoint. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors, CAN U17, il y a le football africain se montre sous son meilleur visage à travers cette compétition avec la prestation des U17. Et puis cet après-midi, la Côte d'Ivoire qui affronte le Sénégal. Ben oui, c'est clair, c'est le rendez-vous attendu par tous. Et puis, il faut le savoir, les éléphants seront donc en attraction aujourd'hui et cet après-midi face au tenant du titre, le Sénégal, et les deux premiers qualifiés, donc Hamza Diaby, ont livré leur verdict hier. Les deux premiers matchs des quarts de finale, il faut le dire. Donc hier, le Burkina Faso a battu la Zambie 6-1. Le Maroc donc s'est qualifié, a confirmé face à l'Afrique du Sud 3-1 ce vendredi. Donc ces premiers qualifiés pour les demi-finales que sont le Burkina Faso et le Maroc connaîtront leurs différents adversaires. Les éléphants, eux, sont prêts donc pour le derby face au Sénégal et les garçons du coach Bassirou Diabaté défient donc le tenant du titre. Quelles sont les nouvelles de ces deux formations? Jean-Sylvain Esso et nos différents envoyés spéciaux au Maroc nous en disent plus. Leader de la poule D, les éléphants U17 accueillent ce vendredi dans leur jardin du stade de Berchid, le Sénégal, deuxième du groupe C. Ce derby s'annonce épique entre la meilleure attaque de la phase de poule, la Côte d'Ivoire, avec ses 10 réalisations, et le Sénégal, meilleure défense, 0 but concédé. Au niveau de l'infirmerie,
Je pense que nous sommes OK dans la mesure où le médecin et son staff font un travail remarquable. Nous n'allons pas changer nos principes. Il n'y a pas de calcul. Pour moi, le football des jeunes, il faut éviter de faire des calculs. Laisser les enfants s'exprimer. Et nous n'allons pas cantonner les enfants dans des schémas ou des options de jeu. Faites-nous confiance. Ils vont donner du plaisir et ils vont prendre du plaisir. On va essayer de ne pas encaisser, de garder nos clean sheets et maintenant améliorer le secteur offensif. Je n'ai peur de personne. Vous pouvez me croire. Je crois quand même à la réussite. Je suis un sportif très fair play. La Côte d'Ivoire peut gagner ce match et je leur dirai bravo. Mais nous ne sommes pas là en victime expiatoire. Ce duel attendu se jouera avec tous les joueurs clés des deux sélections. Aïdara Alino, avec ses 6 réalisations, se présente comme le danger numéro 1 pour la défense des Lionceaux. Les Éléphantaux gagneraient toutefois à se méfier d'Ibrahim Asso, qui a démontré pendant le premier tour un gros volume de jeu, aussi bien dans les tâches défensives qu'offensives. Le vainqueur de ce quart de finale alléchant défiera en demi-finale le pays hôte, le Maroc, qui a sorti l'Afrique du Sud après le score de 3-1. Alors Samuel Metch, est-ce qu'on peut rester confiant dans ce jeu, le jeu de cette équipe? Ce qu'on peut constater surtout à Hamza Diaby, c'est que les Éléphantaux sont pratiquement en train d'avoir le parcours des éléphants seniors à la CAN 2023. Parce qu'à la CAN 2023, il faut se souvenir qu'on a eu d'abord donc le Sénégal en 8e. Puis ensuite le Mali en quart, mais cette fois-ci, on a eu plutôt donc le Mali. Puis voilà, donc on aura le Sénégal en quart de finale. Et c'est un match assez important. Nos Éléphantaux ont montré un bien meilleur visage. Et on affronte le Maroc qui, pendant la CAN 2023, avait joué un rôle fondamental. C'est cela. Ouais. On affrontera le Maroc que si on passe l'étape donc du Sénégal cet après-midi. C'est ça. Donc c'est à 16h et c'est un match qu'on peut suivre également sur CAF TV et sur plusieurs autres chaînes que nous avons. Et puis voilà, donc on va suivre de très près cette rencontre pour voir ce que les garçons de Bassiriki Diabaté vont encore nous montrer, parce qu'ils sont assez concentrés. Et puis le mode humilité est activé par tous les supporters ivoiriens pour l'instant. D'accord, nous irons jusqu'au bout, ça je le sens. La Côte d'Ivoire est en train de devenir la plaque tournante du sport, Samuel Metch. Oui. La CAN 2023, organisée avec brio par nos autorités sportives, la CAN le mondial de Maracana, Maramonte, qui a été organisé brillamment également. Et puis, nous avons bientôt un événement d'envergure. C'est du tennis cette fois. Exactement, c'est du tennis. Et oui, tous les amoureux de tennis pourront avoir l'occasion donc de participer à cet événement majeur. Il s'agit du premier tournoi ATP de l'Afrique de l'Ouest que la Côte d'Ivoire va donc abriter. Une compétition de tennis qui verra la participation de plusieurs joueurs internationaux. Nous suivons les précisions de Henri-Joël Bois et Moyabi Diabaté. Désormais, les tennismen du monde entier devront marquer la ville d'Abidjan sur leur agenda annuel. Ils viendront sur les bords de la lagune Ébrié pour disputer l'Open de Côte d'Ivoire. Cette compétition internationale a été présentée à la presse ce mercredi 9 avril. Elle se déroulera du 14 au 27 avril 2025 sur les cours du tennis du complexe sportif du Sofitel Hôtel Ivoire. Ce tournoi ATP, le premier du genre, réunira des grands noms du tennis mondial, comme le français Benoît Paire, les lituaniens Ricardas Berankis, le tunisien Aziz Douglas et la valeur montante du tennis ivoirien Eliakim Koulibaly. Maître Koyo Silvet, le président de la Fédération ivoirienne de tennis, a également rappelé que la Côte d'Ivoire est devenue le 95e pays à intégrer le calendrier mondial des tournois ATP. Ce tournoi, organisé par la Côte d'Ivoire, est le premier niveau de tournoi ATP Challenger. Il s'agit de l'ATP 50, doté de points comptant pour le classement mondial des joueurs professionnels. Les 32 joueurs en compétition se battront pour des prix prestigieux, dont une enveloppe de plus de 36 millions de francs CFA à se partager aux qualifications, en simple puis en double, et la possibilité d'obtenir 50 points au classement ATP.
Un mot au niveau donc du football local, Hamza Diaby, la bataille fait rage en ce moment dans le haut du tableau, que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue 2, après sa victoire 1-0 face au Lys de Sassandra et le faux pas du stade d'Abidjan. La FAD est à nouveau leader avec 48 points, leader donc du championnat, suivi du stade deuxième avec 47 points et la SEC troisième avec 46 points. Et donc la 26e journée s'annonce encore très enflammée. Sur la 3, en direct, nous pourrons suivre le samedi 12 avril à partir de 17h45 la rencontre entre le 11e du classement, le Racing Club, qui sera face donc à Zoma FC 10e. Et avant cela, il y aura au Champrou de Marcory toujours la FAD face au FC San Pedro. Boaké FC reçoit dimanche le stade d'Abidjan à Boaké. Ce sera donc à partir de 15h30. Et puis le lundi 14 avril, toujours pour le compte de la 26e journée, nous aurons l'ASEC face à Sol FC à 15h30 au stade Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vendredi, démarre la 21e journée du championnat national de Ligue 2 au stade Champrou de Marcory. En direct de la 3, nous aurons les rencontres Leader SC face à Songon FC à 15h15 et l'ES Bafing face à l'AS Tanda à 17h45. Et le dimanche, ce sera le match Africa Sport Agir FC de Guy Bérois où les Oyers devront encore faire un exploit. Merci Samuel. Merci. On se retrouve vendredi avec le même plaisir. Pourquoi pas. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site et nos plateformes digitales. À demain 13h.